Salam alaikum, bonsoir à tous. Salam alaikum. Alif Talab. L'immobilier, vous voyez, j'entends à chaque fois des gens nous parlent de spécialistes. Sachez que moi, j'ai toujours chié sur ces gens-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et comment on ne peut pas dire comme ça, la France, ça va baisser, ça va monter, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'étais marchand de biens, et donc à ce titre, j'ai acheté, je revendais, etc. Et j'ai aussi stocké pour faire du revenu locatif. Premier immeuble que j'ai acheté, c'était en 2001, et j'avais un pote qui voulait, qui devait potentiellement s'associer avec moi, qui était avocat, et qui avait écouté un notaire en disant « Oui, le marché va s'écrouler ». Le notaire lui dit ça. Le notaire lui dit ça. J'ai dit « Écoute, moi, au contraire, je pense que tous les signaux sont ouverts pour que ça augmente. » Finalité, c'est chier dessus. Il n'a pas été. D'ailleurs, il est resté locataire pendant encore 20 ans. Et le notaire, ben, il est dans le baba. Le bien, quand j'ai acheté un, ben, il vaut 4. Vous comprenez? Acheter 1, il vaut 4. J'ai multiplié par 4. Donc, celui qui doit parler, c'est celui qui met l'oseille sur la table. Ceux qui viennent vous faire de la théorie, vous voyez, c'est comme si vous allez chez Mercedes et que le vendeur, il roule en Renault. Tu dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu me vends de la Mercedes, tu l'excites et tu roules en Renault. C'est pas cohérent. Eh ben, c'est exactement la même chose. Tous ces pseudo-trucs, ou ces magazines, mais s'ils avaient, eux, la recette, s'ils savaient, ils seraient pas là en train de vous expliquer, ils seraient déjà plein aux as. Or, à 60 ans, 70 ans, ils sont encore en train de travailler. Voilà. Donc moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas plus crédible d'écouter quelqu'un qui est à la retraite depuis quelques années, c'est-à-dire Bibi, excusez-moi de me la péter là-dessus, donc ça veut dire que je me suis pas trompé, ou écouter ceux que justement sont toujours en train de parler, mais ils ont jamais fait. Ça, c'est la première règle. Les agences immobilières, pareil, je les déteste. J'ai écrit un livre sur le logement, propriétaire, locataire, même combat, et où je parle de tout le logement, etc. Et vous verrez que dans beaucoup de choses que j'ai dit en 2006, ça s'est vérifié largement par la suite et encore aujourd'hui. Je vous dis cela parce que l'immobilier, c'est quelque chose d'assez complexe et que trop de personnes le prennent à la légère. Vous voyez, il insulte l'immobilier. L'immobilier, c'est un métier. Et les agences immobilières ne sont pas des professionnels immobiliers. Pourquoi? Vous voulez acheter un bien, vous faites la visite, la première chose qu'ils vous disent, c'est il y a un peu de travaux, hein, ben, vous avez personne dans votre famille qui peut faire un devis, vous connaissez personne pour faire un devis pour les travaux? Moi, quand je rentrais dans un bien, en 1 minute 30, j'estimais les travaux, je savais le coût, à combien je devais l'acheter, et derrière combien je pouvais le revendre. En 1 minute 30. Ça m'est même arrivé d'acheter à la barre, c'est-à-dire aux enchères, on est obligé de passer par avocat, un bien que j'avais même pas vu, mais connaissant un peu le secteur et tout ça, je savais que je pouvais l'acheter. Vous voyez? Il faut vraiment maîtriser son sujet pour y aller là. Parce que là, vous mettez votre oseille, c'est quand même... Les agences ne comprennent rien. C'est des gens ils font un peu de commercial, ils apprennent leurs phrases toutes faites, on leur prend quelques éléments de langage, vous en pensez quoi, vous voulez voir autre chose, non. Mais par contre, ils sont incapables d'arriver, quand ils voient un immeuble, moi, à l'œil, je te dis, voilà, cet immeuble, il date des années temps, voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur, etc., etc. En type de plomberie, d'électricité, ci, cela, etc. Mais il faut connaître le bâtiment pour parler comme ça. Il faut le connaître. Ça, c'était déjà la première des parenthèses pour vous expliquer que parler l'immobilier, il y a trop de gens qui parlent, mais qui ne comprennent rien. Qu'est-ce que je disais en 2006 déjà dans mon livre sur le logement, et qui encore aujourd'hui, qu'on peut regarder. On a certes une crise aujourd'hui. Et tous, ils sont là en train de spéculer, ça va baisser, ça va monter, que ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Mais quels sont tes indicateurs? Quelle est la situation en France? Quand moi, j'étais même conseiller de Borloo, vous vous rendez compte? Il y a 14 ans de ça. Quand j'écris mon livre sur le logement, il nous manquait à l'époque déjà 1 million de logements. Et que pour récupérer la courbe de ce qui nous manquait, il fallait fabriquer entre 800 000 et 1 million de logements par an pour rattraper le retard. Chose que nous n'avons pas fait. Avec des taux de fabrication entre le public et le privé de 400 000 logements. Donc le retard, certes, et la démographie a changé. Quid? Des gens ont vie de plus en plus vieux. Ben, certains, donc si tu vis de plus en plus vieux et plus en plus vieux dans ton appartement, tu libères pas ton logement. Voilà. Donc, c'est la rareté. Ensuite, sociologie. On est dans une société du jetable. De plus en plus de divorces, de plus en plus de séparations. Donc, qui dit séparation, qui divorce, dit besoin de 2 logements chaque fois.
Donc tous ces facteurs-là fait qu'il y a une demande forte parce que quand je parle d'immobilier, là, je ne différencie pas la location, bien sûr, de la vente. Je vais vous expliquer par la suite le pourquoi et le comment. Donc tous ces facteurs-là, est-ce que ces facteurs-là ont changé en France? Non. Le gouvernement dit, grosso modo dans les chiffres, qu'on a gagné à peu près 1 million d'emplois, d'accord? Et des analystes économiques, ils nous disent qu'on va perdre 1 million d'emplois, d'accord? Donc, automatiquement, ils disent, ah ben si on perd de l'emploi, c'est que le marché de l'immobilier va baisser. Mais c'est complètement faux. La lecture, c'est laquelle? Et je vais vous donner toutes les lectures. Déjà, je vous ai donné un schéma qui sont en France. Il manque aujourd'hui pas loin de 2 millions de logements en France. Il y a un besoin et c'est la situation tendue. Qu'est-ce qu'a fait les différents gouvernements? D'Hollande jusqu'à Macron. Ils ont créé les métropoles. Or, en créant la métropole comme ça, ils ont permis donc aux entreprises de venir dans ces métropoles parce qu'on leur offre des transports en commun et une infrastructure pour venir là-dessus. Et que font les gens? Ben, quand ils veulent chercher ils vont aller chercher du boulot en métropole, ils veulent habiter en métropole. Et ensuite, comme on fait la guerre à la voiture, donc on pousse les gens à être de plus en plus proches de leur boîte. Alors que la mode au début des années 2000, tout ça, etc., c'était des gens qui n'avaient pas les moyens, ils disaient je veux ma baraque et tout. Ils partaient, je donne un exemple par exemple pour la région parisienne, à 80-100 km de la région parisienne. Ils s'écartaient de la région parisienne. Mais comme on fait la guerre maintenant au transport et tout ça, eh ben les gens ils veulent se rapprocher de plus en plus de leur lieu. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On a en plus Hollande l'a commencé, Macron l'a terminé, une horreur en termes de construction. Fait que ça devient de plus en plus difficile. Et nous n'avons pas les terrains. Les terrains, ils sont pas là. Donc, on va pas inventer, hormis faire des tours à la Dubaï de 800 mètres de haut. Donc, aujourd'hui, on parle de la région, par exemple, du monde rural. Ben, ça s'est déserté. Pourquoi? Parce que l'immobilier se regarde aussi à travers l'économie, ce que je viens de vous faire la démonstration sur l'histoire des métropoles. Mais quand il y a des entreprises, la France est désindustrialisée. Vous avez vu, il a fallu l'histoire des masques pour comprendre qu'il n'y avait plus d'industrie en France. Regardez, même pour un morceau de tissu, on n'est pas capable de le fabriquer. Donc on fabrique rien, même le papier cuir, on n'est pas capable de le fabriquer en France. Donc par conséquent, la France a perdu 5 millions de jobs dans l'industrie. Mais ça se retrouve comment? C'est qu'on se retrouve, et notamment aussi dans l'industrie, mais aussi dans le bassin minier et tout. Regardez dans le nord de la France. C'est le désert complet. Quand vous avez une grosse boîte qui ferme, qu'est-ce qui se passe? Certes, les gens ont perdu leur boulot, ils n'arrivent pas à retrouver un boulot derrière à 100 km à la ronde. Parce que derrière, il n'y a pas un autre tissu économique qui est venu se greffer là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah ben ils se déplacent. Rappelez-vous la politique d'Hollande. Et donc, c'était son ministre de l'économie, c'était Macron. Il voulait donner des primes pour que les gens ils quittent chez eux. Parce qu'il savait que les gens ne voulaient pas, ils voulaient trouver du boulot, mais proche de chez eux, mais pas quitter leur ville natale ou leur coin. Et eux, ils disaient, il faut inciter les gens à changer de lieu. Mais pourquoi? Parce que l'État n'avait jamais été capable, parce qu'il est jacobin, parce qu'il est centralisateur, vouloir faire en sorte, dans le cadre d'une décentralisation, permettre que les régions puissent avoir une politique économique et faire des zones pour attirer des entreprises pour venir s'installer. Et oui. Donc, l'État qui veut s'occuper de tout, comme d'habitude, comme de rien, a plombé tout ça. Et donc, on se retrouve donc dans des secteurs comme ça, où les entreprises sont fermées, les sous-traitants, les gens qui vivaient à travers cette entreprise indirectement, à travers la consommation, etc., fait que ces lieux-là ont baissé le prix de l'immobilier. En revanche, toutes les métropoles, eux, les prix ont augmenté. Regardez 2008. La crise, qui est pas certes aussi forte que ce qu'on vient d'avoir, mais qu'il nous a fallu quand même 12 ans pour relever la tête. La crise de 2008, elle a eu beaucoup de conséquences. Et on en payait encore les frais jusqu'à maintenant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Paris, 2008, crise 2008, n'a fait qu'augmenter. Il y a d'autres endroits où ça a baissé, mais ça fait qu'augmenter. Et puis, depuis, tous, ils ont augmenté. Alors, on va dire, mais comment? Et je sais que beaucoup attendent ça, c'est savoir est-ce que ça va baisser, ça va monter. Celui qui vous dit ça, c'est un tartuffe. Parce que l'immobilier doit s'analyser par microfoncier, c'est-à-dire par secteur. Comment on peut dire la France? Non.
On peut pas dire ça. Les zones tendues, donc certes, il va y avoir un peu plus de chômage, c'est vrai. Mais les métropoles qui concentrent les activités. Et le fait qu'on fasse la guerre encore au transport, pour que vous preniez les transports en commun, qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer, tout le monde va vouloir être proche de son boulot. Et s'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres en face, puisque ça ne construit pas, c'est ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure, on manque de 2 millions de logements. Si on veut que l'immobilier baisse, c'est un truc tout simple que tout le monde connaît. C'est l'offre et la demande. Si j'ai plus de vendeurs, le marché se baisse, puisqu'il y en a un autre vendeur qui va dire je vais me mettre plus bas que lui, lui il va dire je vais me mettre plus bas que lui, et celui qui est plus dans l'urgence fait que on tire les bas vers le bas. Si au contraire on a plus d'acheteurs que de produits à vendre, et c'est la situation qui est là, elle était déjà là, impossible que l'immobilier baisse. C'est impossible que l'immobilier baisse. L'immobilier, écoutez bien, dans les métropoles, va peut-être un peu se tasser, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit rectificatif, comme on a 2-3%, c'est que dalle sur la valeur. Mais il n'y aura pas de chute de 10%, de 15%, de 20%. Certains, je les ai vus en train de pleurer sur les taux d'intérêt. Désolé, ou vous êtes jeune, ou alors c'est que vous comprenez rien à ce qui s'est passé en France. Quand moi j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai emprunté à combien? À 5,50 en révisable. Les taux fixes étaient à 7%. Mais même 5%, c'est pas cher. D'accord? C'est pas cher, 5%. Vous tournez actuellement à 1, 1,5, même 2. C'est gratuit. On a une inflation qui est de 1,6. Si tu empruntes à 1,5, dès la première année, tu corriges le taux d'intérêt parce que tu as une inflation de 1,6. Ton salaire, il augmente de 1,6, par exemple. Si ton salaire augmente sur l'inflation, 1,6, eh ben, au bout de 2 ans, tu vas gagner, et par exemple, deuxième année, on dit encore 1,6, donc ça te fait 3,2% d'augmentation, mais ton crédit, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours à 1,6. Donc tu as gagné. Et ça se voit, et d'ailleurs, c'est important de raisonner, l'immobilier, c'est pas la bourse. Ou vous voulez faire, comme j'ai fait moi, le marchand de biens, mais alors il faut avoir les reins solides, il faut avoir du cash, et puis il faut sentir les choses. J'achète pas cher, je rénove et je revends. Ok, mais ça, je vous dis, il faut vraiment maîtriser son sujet. Mais ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, à 99%, si c'est pas 99,99%, si on achète un bien, c'est pour la durée. Alors la durée, c'est quoi? Ça peut être 7 ans ou 10 ans, en disant, j'achète mon premier bien, la construction de ma famille, tout ça, etc. Il y en a qui viennent dans le débat, c'est haram l'intérêt. Oui, mais là, je m'adresse pas au haram, pas haram. Là, je suis en train de parler de l'immobilier. Donc après, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. On est en France, c'est pas un pays, voilà. Et même en Turquie où je suis, les gens font des crédits. Donc voilà, ok, c'est haram, très bien. Mais là, la question, elle est pas, c'est pas une question de religion. C'est une question purement, je parle sur l'immobilier et les conséquences. Donc, ce que vous faites, ce que vous pensez pas, vous n'existez pas, en fait. Voilà. Vous restez vos locataires en France, par exemple. Et vous le restez toujours en France, ce qui est encore plus, encore plus rigolo. Si aussi, on vous a dit de faire la hijla, donc de rentrer dans un pays musulman. On vous a pas dit de vous incruster en France aussi. Donc, soyez cohérents. Ouais, à un moment, il faut être cohérent de partout. Donc, je reviens sur le schéma. Donc, il m'avait fait perdre le fil. Donc, dans les coins où on se retrouve avec, donc dans ces métropoles, même si on va perdre, il y a des emplois qui vont être perdus. Ce qu'il faut analyser, c'est où ils vont être perdus. Est-ce qu'ils vont être perdus dans des zones où il n'y a pas grand-chose? Mais bon, comme je vous l'ai dit, le désert économique existe déjà en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le nord de la France et dans d'autres lieux où il n'y a plus rien. Donc, et ils ont créé ces grandes métropoles exprès pour que vous veniez vous entasser dans ces métropoles. Le fait qu'il manque ces 2 millions de logements, le fait qu'il n'y a pas assez de ventes. Et donc, oui, tout à l'heure, je vous disais, quand vous achetez votre bien, vous l'achetez pour minimum 7 ou 10 ans. C'est fini à l'époque où l'ouvrier, l'époque de mes parents, de nos parents, tout ça, etc., de se dire, j'achète un bien, c'est le bien de ma vie. Et puis, c'est le bien de mon existence jusqu'à la fin de mes jours. Certains ont encore cette vision-là, mais très peu, puisque les gens ont bien compris, c'est que j'achète un 2 pièces, parce que les jeunes achètent des fois plus rapidement, j'achète un 2 pièces, je me marie avec ma femme, on achète un petit 2 pièces. Au bout de 7 ans, j'ai capitalisé, parce que au lieu de rembourser du loyer, j'ai remboursé mon capital. Et puis, au bout de 7-10 ans, tiens, on a un enfant, on va passer aux 3 pièces. Hop là. Et donc, on bascule. Et les gens qui étaient en 3 pièces, ils vont peut-être passer aux 4 pièces, etc. Ou passer à la villa, à la maison, au pavillon, tout ça, etc. Donc, le parcours du propriétaire a aussi changé. Et les gens
Donc, achète avec... tiens, bah, il y a quelqu'un qui me suit d'un immeuble où je suis, justement. Résidence Beauregard-Barbus. Exactement, monsieur Picard. Je vois pas qui vous êtes, mais exactement, c'est ça. Beauregard-Barbus. Donc, quand vous voyez donc sur ces segments, fait que il y a aussi la dynamique qui va arriver derrière, qui est laquelle? Les transports en commun. Les transports en commun, quand j'achète un deuxième immeuble, je savais qu'il y avait, je travaillais à la RATP, qu'il allait avoir un tramway, d'accord, sur la Nationale 7. Mais là, je parle par exemple pour la pure région parisienne. Hein, je parle après de la France. Eh ben, ce qui donne le tempo, le prix de l'immobilier en région parisienne, c'est les transports en commun. Eh oui. Et quand on a les transports en commun, c'est ça qui augmente les prix. C'est pour ça que quand il y a eu aussi ce qu'ils appellent le Grand Paris et tout, ils voulaient, bah ça c'est la spécialité, mettre une taxe parce qu'ils disent vous allez faire une plus-value parce qu'on va faire des transports en commun pro de vos biens, donc il faut que vous en payiez déjà le prix à travers une taxe. Il faut savoir que vous avez une taxe Grand Paris dans l'impôt foncier qui tient compte que vous allez gagner de l'argent parce que vous allez avoir les transports en commun. Voilà. Donc tout ça fait que qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont aller là où il y a le transport en commun. Mais s'il n'y a pas d'offres en face, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou pas assez d'offres? Les prix vont augmenter proche des transports en commun. Donc ceux qui vont, les endroits qui peuvent baisser, c'est les endroits où c'est des trous à rats, où il y a rien, où il y a rien. La Creuse, tout ça, etc. Il y a que dalle. Donc ces trucs-là, vous avez bien vu, les maires sont obligés de faire quoi? D'offrir des fois des terrains pour que les jeunes viennent habiter, parce qu'ils tiennent pas. Ça va pas changer. Les trous à rats vont rester les trous à rats, c'est-à-dire où les gens ne mettront pas un centime, et on va continuer à avoir une politique incitative des maires pour dire aux gens je vous offre le terrain pour venir. Et puis les métropoles, le transport en commun va se développer, les entreprises se collent toujours là où il y a du transport, et puis les gens vont se battre pour avoir le bien immobilier. Donc il n'y a aucun vecteur aujourd'hui dans les métropoles, je dis bien dans les métropoles, aucun vecteur qui fait que ça va baisser. Revenir à mes taux d'intérêt. Donc ceux qui disent oui mais les taux ils ont un peu augmenté, mais que tu as un 5, que tu empruntes à 2, 3, c'est gratuit. C'est toujours gratuit. Et n'oubliez pas, la Banque Centrale Européenne, elle est en train de filer aujourd'hui du pognon à zéro, d'accord, aux banques et voire en négatif. Donc les banques aujourd'hui, comme elles ont peur un peu, elles augmentent un petit peu, elles augmentent un peu leur marge. Mais sachez que les banques déjà, salut Vanessa, il faut savoir que les banques déjà aujourd'hui ne gagnent pas d'argent sur les crédits immobiliers. Alors les mecs disent ils gagnent. Vous savez, moi je suis le premier à les massacrer les banques. Mais je suis honnête, je dis la vérité. Parce que même s'ils empruntent à zéro, ça a un coût de faire un crédit. Il y a des salariés, il y a des boutiques, donc des loyers, ou alors ils ont payé des locaux, tout ça, etc. Ça décharge fixe. Donc c'est pas, ils achètent l'argent à zéro, ils nous le revendent un truc, ils gagnent 1%. Ben non. Et les frais, tu les comptes comment, toi? Les mecs, ils rasent gratis, comme dit l'autre. Ils ont pas de salariés, ils ont pas de charges à payer, ils ont pas d'électricité, pas de trucs, ils ont rien à payer. Non, ils gagnent. J'emprunte là. Vous voyez, ça, c'est des raisonnements débiles. Voilà. Il emprunte à zéro, il nous revend 1,5. Non. Ils marchent pas assez, les banques. Mais pourquoi? Alors, ils le font pas parce que c'est la mère Teresa et c'est des généreux. Les banques ne prêtent cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'après, ils vont vous capter. Quand ils vous captent comme client, qu'est-ce qu'ils font? Alors avant, ils gagnaient l'argent sur les assurances. Et les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelait la délégation d'assurance. Vous savez, invalidité ou décès, etc. Ils vous faisaient croire que c'était un paquet, c'est de leur truc, donc ils mangeaient encore sur l'assurance. Ça, c'est vrai. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous récupère, elle va vous fourguer une carte bleue, vous allez la payer. Et comme aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir de l'oseille, donc elle vous prend de l'oseille. Elle vous vend aujourd'hui, c'est devenu un brocanteur. C'est devenu comme les Chinois. Ils vendent tout à 2 balles. Ils vous vendent l'assurance l'assurance maison, habitation. Ils vous vendent l'assurance téléphone, l'assurance de voiture. Ils vous vendent tout. C'est devenu un bric-à-brac. Voilà les banques. Pourquoi? Parce que c'est là où ils vont attraper et gagner l'argent du client. Et quand ils vous ont, bon, ils vont vous ouvrir un livret A. Ils vont vous ouvrir un PEA, ils vont vous ouvrir un peu un placement. Les Français, c'est les champions du monde de l'épargne. Voilà. Les champions du monde de l'épargne. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont encore épargner, etc. Donc, les banques, aujourd'hui, si elles vont encore se tirer la bourre après, les taux d'intérêt, même s'ils ont monté 0,5, c'est que dalle, c'est gratos. Je vous en ai fait la démonstration. Même s'ils montent à 2 et 2,5%, pour qu'il y ait vraiment un axe où l'acheteur grosso modo, s'il augmente de 1%, vous allez perdre peut-être 2 mètres carrés sur votre achat. Vous voyez, si on dit ça vaut tel volume. Mais ça n'a pas d'impact. Il faudrait que ça monte à 5, 6, 7%. Or, c'est pas le cas. Parce que si ça monte à 5, 6, 7%, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui est importante et que la BCE donne le pognon
peut-être à 3 ou 4%. Non, c'est pas la politique du tout. Au contraire, ils continuent à prêter à zéro. Depuis la crise de 2008, on est à zéro. Donc, ils savent bien, et la première, l'ADN même de la politique de la Banque Centrale Européenne, c'est pas l'inflation. Or, s'ils augmentent les taux, ils créent de l'inflation. Ils veulent pas d'inflation. Donc déjà, vous pouvez être rassurés, les taux n'augmenteront pas, comme on a pu connaître, des 4, 5%. Les taux d'intérêt resteront en dessous de 2. C'est clair, c'est net, précis. Donc déjà, je réponds déjà à qui peut acheter et qu'est-ce qu'il peut avoir pour ce prix-là. Voilà. Ensuite, ça n'a pas empêché auparavant, quand les taux d'intérêt étaient à 3 ou à 4%, que l'immobilier n'a fait depuis que 2008, alors qu'il y avait une crise, d'augmenter. Et pourtant, les taux d'intérêt, je vous en ai fait la démonstration, il est beaucoup plus cher. Et ça empêche, parce que c'est encore une question d'offre et de demande. Certains sont déjà en achat, là. Il y en a un, il m'a dit, écoute, d'ailleurs ça m'a surpris, il m'a mis, ouais, j'ai signé un compromis, les taux d'intérêt, ils ont un peu augmenté, 0,5, est-ce que je peux renégocier le prix avec mon vendeur? Tu remets, ça fait pas partie des clauses résolutoires, ça fait pas partie des clauses résolutoires, le fait d'avoir, je répondrai après Vanessa, donc ça n'a rien à voir le fait que les taux d'intérêt, même s'ils augmentent, avec ta promesse, tu as signé une promesse pour savoir si tu as obtention de crédit, que tu passes au niveau de l'assurance, etc. Donc voilà, mais le fait que le truc, ça n'a rien à voir avec le propriétaire. Lui, il t'a dit je le vends tant, tu as dit oui, tu t'es engagé, ben tu vas jusqu'au bout. Et que si toi, tu arrives, tu as obtenu le crédit, et que derrière tu veux pas signer, tu veux renégocier, sur ce qu'on en fait sauter ce qu'on appelle la clause pénale, tu vas payer tes 10%, il peut se retourner contre toi et te demander beaucoup plus, donc des dommages et intérêts. Parce que t'as pas le droit de faire ça. Par contre, si t'as pas obtenu le crédit, tu peux casser ta vente. Mais après, pour faire quoi? Je comprends pas. T'as un bien, tu veux l'acheter, ben vas-y. Parce qu'encore une fois, je reviens. Si vous achetez, là, vous êtes en compromis, là. Pour ceux qui ont acheté en compromis, allez jusqu'au bout. Dans tous les cas, vous l'achetez pas pour revendre dans 1 an ou 2 ans. L'immobilier, il faut sortir d'une vision spéculative à court terme. L'immobilier, c'est du long terme. Vous prenez tous les pays du monde, les courbes, hein, d'accord? Vous prenez d'un point A, de 0 à 20 ans, il y a personne qui baisse, ça monte. Ça fera que toujours monter. Et pourquoi en plus? C'est qu'il y a l'autre facteur, c'est que les revenus vont augmenter. Les salaires augmentent. Donc, donc c'est tout ça qui se met en branle. Donc voilà. Donc l'indicateur, et là qui continue, hein, l'intérêt c'est haram. Mais putain, mais je parle de la France. Je t'ai demandé toi de faire de l'usure. Je parle pour ceux qui veulent acheter, qui font le crédit. Excuse-moi d'être en France où 99% des gens qui achètent, ils font du crédit. Donc je m'adresse à eux. Donc voilà, si ça te gêne, va écouter le roi d'Arabie Saoudite. Putain, c'est quand même incroyable. Hein, vous avez aucun discernement. Donc voilà la situation. Donc ceux qui sont engagés, vous pouvez continuer. Dans la mesure où, je vous le dis bien, si vous êtes proche des métropoles, vous êtes en métropole. Dans les zones où il va y avoir encore des fermetures d'entreprises, attention. Là, je vous dis, ça risque encore de baisser. Voilà. Alors, ils vous inventent aujourd'hui, j'entends les France 2, ouais, ça y est, après le Covid, les Français, ils ont envie de campagne et tout ça. Tout ça, c'est de la tartufferie. Moi, je connais pas quelqu'un qui se dit, je vais aller vivre en Dordogne ou je vais vivre dans un trou à rats, parce que, sauf si le mec, il fait du télétravail. Sur du télétravail, il peut partir là-bas, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas des millions de Français qui vont partir en télétravail, hein, à 500 bornes de leur boîte ou à 300 bornes de leur boîte. Hein. Donc, les gens, vous croyez qu'ils vont se taper 200, 300 bornes de leur boulot pour dire oui, je vais vivre la campagne parce que c'est mieux si on retombe dans le Covid. Mais ça, c'est un sujet de bobos parisiens, des journalistes qui racontent que de la pipe. Voilà, encore une fois, ceux qui n'ont pas besoin, qui travaillent sur le net, ils peuvent aller vivre dans les trous à rats, mais ça, ils l'ont toujours fait, hein. Ils n'ont pas attendu le Covid pour aller à la campagne. Hein. Ils disent, je vis à la campagne, tranquille, je fais du télétravail, je gagne de l'argent sur télétravail. Mais, excusez-moi, mais tous les métiers réels, etc., celui qui a besoin de charbonner, il fait pas du télétravail, hein, comme ça, il vit à 300 bandes. Lui, ce qu'il veut, c'est rapidement je vais à mon boulot, rapidement je retourne à la maison. C'est ça. Et ça, par contre, ça va s'accentuer. Et le fait que la guerre à la voiture, on va vous priver d'aller prendre votre voiture. Vous voyez, on vous force à prendre des transports en commun. Le fait que les gens sont fatigués et usés de prendre même les transports en commun trop longs, tout ça, etc. Et qu'avec leur histoire d'écologie, compagnie, boulouloulou, fait qu'on va avoir encore plus de monde qui vont vouloir s'approcher des transports en commun et s'approcher de leur boulot.
Autant, je vous ai dit, on a connu une époque où les gens ont voulu s'évader, sortir loin de leur boulot à plus d'une heure, 1h30, autant aujourd'hui, les gens sont en train de revenir là-dessus. Donc, tous qui sont en métropole, aucun souci. Alors, là, sur cette année, ça va pas trop bouger. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de produit. Je parlais encore avec des collègues qui ont des agences immobilières, ils m'ont dit, Mourad, déjà eux, les agences vont fermer. Il y a beaucoup d'agences qui vont fermer. Pourquoi? Ça fait 2 mois et quelques qu'ils n'ont pas travaillé. Ils vont reprendre le boulot. Il n'y a pas de produit, donc il faut qu'ils cherchent le produit. Le produit, c'est le produit, c'est pas la drogue. Hein. Le produit, c'est, vous avez bien compris, l'appartement ou la maison à vendre. Il n'y a pas. Dans les entendus, il n'y a pas encore de produit à vendre. Et vous pensez que avec ce qui vient de se passer psychologiquement, avec ce qui vient de se passer avec le Covid, et tous les gens savent qu'il va y avoir des conséquences économiques graves, mais très graves qui vont se passer, parce qu'il y a des gens qui vont perdre l'emploi, ils vont prendre le risque d'aller vendre leurs biens. Le vendeur, il va faire quoi là aujourd'hui? Il va attendre. Mais si le vendeur, il attend, mais qu'il y a un acheteur en face qui veut acheter, mais ils sont 3 acheteurs pour un bien, ben les prix vont augmenter. Donc celui qui va à tout prix acheter, ben ils seront obligés de payer un peu plus cher. Et celui qui est là, il est en train d'attendre. Donc on va pas avoir. Cette année, vous allez rien voir. L'année prochaine, on va commencer à revoir un peu les tendances. Mais la tendance, encore une fois, c'est l'emploi qui le décide. Ceux qui vont perdre leur emploi, certes, mais qui sont en métropole, ils retrouveront du travail. Enfin, celui qui va retrouver, il retrouvera du travail. Ça, c'est pas un souci. Donc, ils retrouveront du travail. Mais dans les endroits où c'est le désert, ben, ils retrouveront pas de boulot. Donc là, oui, ça baissera. Donc, les métropoles, il y aura pas de problème. Et encore une fois, et ça, faut toujours vous le mettre dans la tête. L'immobilier, il faut pas le voir sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Maintenant, je parle pour ceux qui veulent acheter pour leur 7 ans, je parle, pour leur maison. Ceux qui veulent faire du locatif. Ah, là, c'est encore une autre position. Autant je vous ai dit, n'ayez pas peur pour la résidence principale, seulement si vous êtes dans les métropoles, dans les endroits où c'est tendu. Si vous êtes dans les 3 rats, je vous dis surtout pas, parce que les 3 rats, ça va être encore plus les 3 rats. Mais par contre, si vous voulez faire du locatif, je dis, mettez pas 1 euro. Pourquoi? Vous savez, je me suis longtemps battu pour dire que les loyers étaient pas assez chers. Alors, et je vais m'en expliquer. Les gens, ouais, mais t'es malade, ce que tu racontes, hein. Ah, les loyers, c'est trop cher, nous. Non, vous comprenez rien. Le but de savoir si les loyers sont chers ou pas chers, son cadre de référence, c'est sa valeur de l'achat. D'accord? C'est-à-dire la valeur du produit. Si l'appartement vaut 100 000 ou 300 000, d'accord? Etc. C'est ça, c'est sa valeur. Et quand on dit une rentabilité, c'est par rapport à son revenu locatif. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai acheté un en 2001 et aujourd'hui, ça vaut 4. D'accord? Par exemple, tu achètes 100 000, ça vaut 400 000. Mais la location, elle a été augmentée seulement de 80%. Pas de fois 2, fois 3, fois 4. Elle n'a même pas été faite de 2%, de 2 fois. C'est-à-dire, par exemple, quand on était à 400 euros en 2001, parce qu'on était, même au début, on était encore au franc, 400 euros, ça a fini à hors charge. On est à 700 euros. 300 euros seulement de gagné. En 19 ans, 300 euros de loyer. Par contre, le bien, lui, il a été multiplié par 4. Donc, le cadre de référence, c'est pas ce que vous payez en loyer. Le cadre de référence, c'est combien vaut l'appart et son revenu locatif. Et donc, avant, à l'époque où nous, on faisait des 12-14% de rentabilité, mais c'était bien, mais vachement bien. On gagnait bien 15%. C'était top. Aujourd'hui, vous avez du mal à trouver du 7%. Mais les mecs, ils parlent de Paris chaque fois. Vous avez Paris, Immobilier Paris. Le 3 pièces, il vaut 500 ou 600 000 euros. 600 000 euros. Tu crois qu'il va te le faire à 700 euros par mois? Il a mis 600 000 euros sur la table, et toi, tu vas lui donner 700 balles? Mais qui peut accepter ça? Jamais. Donc c'est normal que tu vas le payer 2000 balles. Et même 2000 balles, il gagne pas d'argent, le mec. Pourquoi je vous dis de pas y aller sur le marché locatif? Parce que Macron, un bon idéologue, il a fait le choix de la finance. Il a fait le choix, il dit, c'est la génération start-up. Et qui prend les propriétaires pour des pantouflards, des pépères, des sans-couilles, qui font dodo à faire que de la gestion locative. Non. Et d'ailleurs, il a dit, oui, mais c'est de la rente. Mais non. Moi, quand je vois mes impayés, et encore eux, là, actuellement, qui refusent les expulsions, elle est où? Mais la part de risque, elle est lourde. Toutes les normes qu'il nous a inventées, aujourd'hui, vous pouvez pas faire un ravalement si vous faites pas l'isolation. Moi, je vois sur l'email, un appartement, je paye 11 000 euros par appartement rien que pour isoler l'immeuble.
fois 23, ça m'a coûté 275 000 euros. Net, il faut sortir de la poche tout ça. Donc on te dit, il faut que tu casques l'isolation. On te met des normes de plus en plus grandes, des responsabilités de plus en plus grandes, et surtout, notre ami, la taxe foncière. Parce que tout à l'heure, je l'ai oublié, ma taxe foncière. Entre 2001 et 2020, alors que c'est de l'ancien, eh ben, les prix ont été multipliés par plus de 2. Voilà. Et c'est pas fini. Puisque, qu'est-ce qu'il nous a fait, l'ami Macron? Il a enlevé aux milliardaires et ceux qui avaient des tableaux, des yachts, tout ça, ils payent pas l'impôt sur la fortune, puisqu'on l'a supprimé, mais il a créé l'impôt sur la fortune immobilière, donc pour ceux qui ont le patrimoine. Encore une fois, pour taper encore sur les propriétaires. Et il va continuer. Puisque, comme l'a dit le Premier ministre Philippe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est clair que on va régler la note avec la fiscalité. Et vous croyez qu'ils vont aller voir qui? Vous pensez qu'il va tenir encore sa promesse sur la suppression de la taxe d'habitation, en sachant qu'il avait dit aux collectivités territoriales, je supprime la taxe d'habitation, mais comme elle rentrait dans votre dotation financière, l'État va vous refiler le pognon correspondant au cadeau que j'ai fait. En gros, Macron, il a fait un cadeau, mais sur les côtelettes des collectivités territoriales. Alors la collectivité territoriale, ils ont crié, il a dit non, vous inquiétez pas, on vous donnera 1 euro près ce que vous avez perdu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Donc à situation exceptionnelle, impôt exceptionnel. Donc ils vont aller taper encore quoi? Ils vont taper encore sur l'immobilier. Donc je donne pas loin, et je prends témoin aujourd'hui, que l'histoire de la suppression de la taxe d'habitation va être reportée à Bebelwed, va être reportée à... Alors il va être malin. Moi je le vois, il y a deux théories. Ou il vous dit exceptionnel, et puis j'arrête, et il va savoir que ça va être impopulaire, ou il va dire, ouais mais je reporte en 2025, quand il sera plus président, quoi. Ouais, 2025. Donc je file le bébé, hop, au prochain président si je suis pas élu. Hop là, il balance de l'autre côté. Mais ils vont inventer. Et la taxe foncière va encore continuer à augmenter. Pourquoi elle va augmenter encore la taxe foncière? Elle va augmenter parce que l'État se décharge de ses responsabilités et donc les donne aux collectivités et que les collectivités n'ont pas l'argent pour le faire. Et qu'est-ce qu'elles vont faire les collectivités? Elles augmentent les impôts. Et comme elles ont plus le regard sur la taxe d'habitation, c'est la taxe foncière qui est en train d'augmenter. Ensuite, autre indicateur. Tous les gens qui vont perdre leur emploi, tout ça, etc. Comme vous savez que sur la taxe même d'habitation, tout ça, etc., c'est en corrélation avec vos revenus et la composition de votre famille. Si vous devenez un chômeur, un MSAKIL, vous payez un peu moins. Donc c'est moins de recettes aussi pour les collectivités. Voilà. Donc tous ces vecteurs-là fait que, voilà, il va y avoir encore une politique qui va taper sur les propriétaires. On est le seul pays au monde à avoir encore, même la Russie, si tu payes pas ton loyer, ils te prennent, ils te jettent dehors, comme dans tous les pays du monde. On est le seul pays au monde où le propriétaire n'a aucun droit. Il a le droit de se faire carotter. Voilà, lui, il a droit à rien. Et ça va continuer. Parce que, en fait, ils font les généreux sur vos côtelettes, sur les côtelettes des propriétaires. Ils font toujours les généreux sur les côtelettes des propriétaires. Les cadeaux, c'est pour les propriétaires. Ah on texte, tu payes pas ton loyer, la justice a tranché. Ah non, mais on te maintient dans les lieux, on repousse les expulsions. Ouais, mais c'est qui paye pour l'instant? Et alors que le propriétaire continue à payer ses charges pour le locataire qui paye pas son loyer. Parce que ça, on n'en parle jamais. On dit l'impayé. Certes, le propriétaire ne rentre pas d'argent, mais il n'est pas exonéré de taxe foncière pour autant. Il continue à payer sa taxe foncière. Et il continue à payer les charges à la place du locataire que le locataire ne paye pas. Parce que quand il paye pas le loyer, vous inquiétez pas, le locataire il vous dit pas, je paye les charges, mais le loyer, je le paye pas. Non. Quand il te la met bien dedans, il paye que dalle. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, moi je pense, honnêtement, et ceux qui viennent maintenant, vous regardez du début parce que j'ai quand même tout expliqué. Si vous voulez faire de l'achat sur votre résidence principale et donc basé sur du long terme, n'ayez pas peur. Parce que même si dans 2 ans, ça baisse un peu de 3-4%, ça va les récupérer au bout de 3-4 ans, 5 ans, ça va les récupérer. Parce que nous avons un problème, c'est qu'il manque encore 2 millions de logements. Et ça, faut que vous le mettez dans votre tête quand vous venez vous parler de logement. Nous manquons de logements. Et en plus, vous voyez, il y a une donnée que j'ai même pas analysée là-dedans. C'est qu'a priori, pendant qu'il y a eu le Covid, il y en a ils sont entraînés, ils sont pris pour la boxe taille. Donc il y a pas mal de gens qui vont encore divorcer là, séparés. Mais chaque fois que les gens se séparent, ça fait quoi? Quand ils sont locataires, il faut qu'ils se séparent, il faut 2 appartements. Et quand ils étaient propriétaires, ils vont vendre et puis chacun va essayer de racheter de son côté ou repartir de la location. Mais vous voyez, on augmente le nombre de besoins de biens, etc. Voilà. Et là, toute la guerre et tous les gens que je connais qui sont dans l'immobilier comme moi, qui étaient là depuis des années, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui?
Ben, ils disent, c'est terminé, moi, l'immobilier. Parce que, à force d'avoir tapé sur le propriétaire, à force d'avoir mis des craintes, une fiscalité oppressante, depuis qu'on a mis aussi des normes, des trucs catastrophiques avec les copros et tout ça, etc. Les frais de copro n'arrêtent pas d'augmenter. Ça aussi, il faut en parler. Les frais de copropriété ne font qu'augmenter. Mais ce que vous payez en charge, c'est ce que vous prenez en moins en loyer. Parce que les charges, elles pèsent trop dans le loyer. Parce que le locataire, il raisonne comme un salarié. Il dit, moi, je veux pas mon salaire brut. Donne-moi mon salaire net, ce qui rentre dans ma poche. D'accord? Eh ben, le locataire, il dit la même chose. J'en ai rien à foutre, ton truc. C'est combien ton loyer, charge comprise? Lui, il a rien à foutre que le loyer, c'est pour vous, il est charge, c'est pour la copro. Lui, il te dit, si le marché, c'est 900 euros, ben, avec charge comprise, il te dit, voilà, même s'il y a 300 euros pour la copro, je n'ai rien à péter, c'est pour tes côtelettes. Ce qui est à 200. C'est ton problème, c'est pas le mien. C'est comme ça qu'il raisonne, le locataire. Et en soi, il a bien raison. Voilà. Mais par contre, ce que devrait savoir un petit peu le locataire, c'est qu'il y a des allocations logement, elles se touchent seulement sur le loyer et pas sur les charges. Donc, tu vois, il faut pas trop s'en foutre aussi, c'est important. Ça, c'est une donnée que je vous donne d'ailleurs. Hein, pour ceux qui parlent. Il faut toujours regarder aussi les charges. Donc, propriétaire pour votre bien personnel, dans les métropoles où c'est solide, il n'y aura pas de souci. Dans les métropoles un peu fragiles, il y aura des soucis parce qu'il n'y a pas que des métropoles fortes, il y a des métropoles aussi faibles. Etc. Ça, il faut le voir secteur par secteur. Encore une fois, on peut pas le raisonner bête et discipliné sur toute la France. Donc, il faut prendre lieu par lieu. Vous voyez, tout à l'heure, je vois un collègue de Nantes. Voilà, Nantes, voilà, par exemple. Il faut penser à Nantes, c'est Nantes. Strasbourg, c'est Strasbourg. Marseille, c'est Marseille. Toulouse, c'est Toulouse. Bordeaux, Bordeaux. Chacun a des choses. Regardez bien. Quand tout à l'heure, je vous ai parlé des transports. Quand on a réduit le temps pour faire Paris-Marseille, et il y avait déjà au commencement du télétravail. 3 heures seulement, 3h20 pour aller faire le train. Vous avez vu le prix de Marseille? Marseille a fait a décollé Marseille. C'est pas pour ça que les Marseillais sont plus riches qu'avant. Non, au contraire, les Marseillais n'ont plus accès à la propriété à Marseille. Pourquoi? Parce qu'on a fait venir des gens qui sont venus migrer pour ça. Parce que les gens ils veulent du soleil, hein, ils veulent pas du parisianisme, ils veulent pas du truc, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Blum. Bordeaux, on a réduit le temps aussi. Allez, les trains, beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça fait? Bordeaux, ça a augmenté. Mais quand Bordeaux, comme Marseille, ça augmente, ça déborde. Donc, ce qui est à côté de Bordeaux, ça augmente, tout augmente. Donc, les transports en commun, lisez, c'est important. Il faut lire les transports en commun. Alors, les trucs qui vont vite, comme le TGV, vous voyez, par exemple, Reims. Reims, le jour où ils ont porté Reims à 40 minutes de Paris, Reims a explosé. Et quand a explosé Reims, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens même qui étaient de Reims? Ben, ils ont dû aller un peu à côté. Donc, les transports, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Parce que les transports, c'est ceux qui donnent le tempo. Alors, les transports, certes, comme je viens de vous dire, à longue distance, donc qui réduisent les distances avec les trains rapides. Et la deuxième qu'il faut regarder, c'est les transports en commun. Eh oui, s'il y a un projet de métro, tout ça, etc. Je vais donner l'exemple, par exemple, région parisienne. L'autre immeuble que j'avais avant à Tismos, par exemple. Voilà. Ligne 14 qui va passer. Le ligne 14, elle passe à 5 minutes et sans conducteur. Elle va aller jusqu'au métro, jusqu'à l'aéroport d'Orly. Ben c'est bingo. Dès qu'il y a le métro qui va arriver, ligne 14, tout ce qui est à côté, Tismos, Paris, Veille-Poste, tout ça, etc., ça va flamber parce qu'il y aura le métro. Ça, c'est pour la région parisienne. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la province, tout ça, etc. Donc, tout ça, comment les gens, ils peuvent me dire que ça va baisser, que quand tu sais que tu vas avoir un transport qui va arriver, qui va faire, où tout le monde va vouloir être à côté. Parce que je reviens à l'analyse de départ. C'est une question d'offre et de demande, que dans le secteur où c'est tendu, ça sera encore plus tendu, et qu'il y a encore une forte demande, donc ça continuera à augmenter. Et je vous en fais le pari, bien sûr, aujourd'hui. Voilà. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Mais en attendant, moi, je bois un coup. Est-ce que je m'achète en SCI ou en nom propre? Déjà, en SCI, il y a deux systèmes. L'impôt sur le revenu, dans ce qu'on appelle l'IR, je vais pas te donner un cours de fiscalité, ou à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, si c'est à l'IR, ça dépend si tu es seul, ça sert à rien. L'avantage, c'est que tu peux filer des parts. 20% à madame, tout ça, etc. Voilà, donc... Et puis si c'est pour acheter 2 appartements, excuse-moi, l'essayer, ça sert à rien, quoi. Combien coûte à peu près un terrain constructible à Alagna? Mais quel rapport? Mais quel rapport à Alagna, là? Je suis en train de parler de la France. Putain, soyez pas hors sujet. Putain, c'est incroyable. Je ferai l'immobilier, quand j'en parle sur l'immobilier, vous me posez pas les questions. Ou alors vous venez avec 10 000 balles. Est-ce qu'il est intéressant d'investir pour de la location en Italie?
La Turquie, j'ai déjà répondu, je veux dire une seule fois. Si vous faites comme nous, à Alanya ou à Antalya, on loue en euros, tout ça, c'est la location, ça se fait en euros comme ça, à la semaine, c'est largement rentable, vous pouvez gagner de l'argent. En revanche, si c'est pour faire la location au mois, donc c'est loué aux Turcs qui sont locaux, là, vous gagnez que dalle. Voilà. Vous allez gagner 4 au mieux 5%. Mais bon, je veux pas parler de la Turquie, là, je suis en train de parler, c'est parler de la France. Voilà. Donc, on parle de la Turquie, quand je fais de la Turquie, j'en parle déjà beaucoup. Donc le métier d'agent immobilier va couler. Bah oui, bah, il y en a plein qui vont bouffer le bouillon. Je reviens sur les agences immobilières. Donc les mecs, ils reprennent le boulot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui ont du retard sur les anciennes ventes. Donc vous pourrez pas signer minimum si même. Déjà, il faut reprendre après 3 mois. Alors que les mecs qui sont salariés, il faut les casquer. Imaginez, ils reprennent le 11 mai. Il faut qu'ils trouvent avant le 11 mai un bien à vendre et qu'il est vendu. Ce qui me semble un peu dur. Allez, on va dire il va vendre le 15 juin. Ça va pas se signer avant octobre-novembre parce que les notaires sont blindés, parce qu'ils ont pris du retard sur des signatures qui n'ont pas été des signatures de promesses qui ont été faites en 2019, pas en 2020. D'accord? Donc au minimum mois d'octobre. Et il va vivre comment pour payer les salaires jusqu'au mois d'octobre? Pour toucher sa commission sur un appart. Comment il va faire pour tenir? Les charges à payer. Parce que l'État, c'est ce que je vous ai dit la fois dernière, vous reprenez le travail, mais lui il reprend les charges. Hein. La machine elle continue. Donc il faudra payer les charges, il faudra payer tout ce qui vous en coûte, mais avec 0% de recettes. Comment des agences vont pouvoir tenir jusqu'au mois d'octobre avec zéro la tête à tout, sachant que tout le monde travaille à flux tendu? Donc oui, les agences immobilières vont fermer, énormément vont fermer. Les seuls qui vont tenir, c'est ceux qui ont les reins solides et qui ont de la trésorerie. Ont-elles vraiment des problèmes, les petites villes ont vraiment des problèmes sur l'immobilier? Bien sûr, voilà. Comprenez bien que ce qui donne le tempo pour l'immobilier, bien sûr, il faut des acheteurs, ça c'est clair. Mais il faut aussi du travail pour que les acheteurs viennent. C'est pas Nice où vous allez choper les retraités qui viennent parisiens, qui ont vendu leur appart parisien, qui ont fait une culbute, qui vont acheter un appart à Nice, etc. Et où il y a les vieux qui y vont. Donc ça, c'est encore un micro-marché annexe. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens qui sont travailleurs. Mais s'il n'y a pas de travail, comment tu veux qu'ils aillent aller vivre dans ces petits coins? Les enchères dans les tribunaux, il faut avoir d'avocats. Il n'y a plus rien à gagner. Il faut connaître les marchands de biens, ils te laissent pas passer, etc. Et puis il faut que tu aies du cash, hein, parce que là c'est pas quand tu arrives à la barre, il faut que tu casques de suite. Hein. Déjà tu donnes 25% et après il faut que tu soldes. Il n'y a pas de clause suspension, clause suspensive d'obtention de crédit, toute la carte vermeille, là, tous les trucs qui vous aident, là, d'assistanat à la con, le seul pays où il te dit t'as 10 jours pour réfléchir. Après il te dit ouais mais quand tu passes ton crédit t'as encore 11 jours pour réfléchir. C'est un pays où tu passes ton temps qu'à réfléchir. Donc tout ça, ça n'existe pas à la vente. T'arrives, tu casques. T'es mûr ou t'es pas mûr. Mais il faut du cash. Et puis ils ont augmenté la CSG sur la plus-value, il faut pas oublier. Ah bah oui, elle est bonne celle-là Macron. Mais en plus, quand vous vendez, vous allez vous prendre 40 ou 45 points de frais de ce que vous allez gagner. Donc en fin de compte, ça vaut même plus le coup de gagner quoi que ce soit parce qu'il vous en prend encore 45%. Parce que les gens, ils pensent que l'exonération de plus-value, c'est 22 ans. Non, 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 l'exonération de l'impôt. Mais il a CSG, et c'est 17% la CSG. Et la CSG, c'est au bout de 30 ans. Vous voyez? Donc, il faut acheter à 20 ans pour, ils gardent le bien jusqu'à 50 ans pour pas payer de plus-value. Non, 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 ils sont là pour vous crever, hein. Investir en achat-revente ou pour de la location? J'ai répondu, donc ne me posez pas de questions bêtes, je suis contre. Moi, je dis que la location, elle est morte. Faites ce que vous voulez, achète pour locatif. Je dis, si vous achetez, c'est que pour votre résidence principale. Ne faites pas du locatif. Vous allez vous faire plomber. Faites ce que vous voulez. Si vous croyez plus intelligent, allez-y. Chier des mauvais payeurs que Macron veut mettre en place. Bah bien sûr, j'ai toujours bataillé là-dessus. Le PIB et la croissance, ce sont-ils des facteurs importants? Non, parce que le PIB, le produit intérieur brut, c'est la richesse dans le pays, mais elle est faussée. Si Bernard Arnault ou LVMH là-bas, ils gagnent des milliards, ça rentre dans la richesse française. Est-ce que les Français sont plus riches parce que le PIB a augmenté et que c'est BHL, moi. C'est le patron de LVMH qui a encaissé. Mais non, le PIB c'est faussé parce que ça génère toute la richesse. Donc quand Total gagne du pognon, c'est pas toi qui l'as gagné. Et pourtant, ça rentre dans la richesse du pays. Voilà. Ensuite, la croissance. Bien sûr que la croissance y joue. Mais la croissance, mais de façon infime. Parce que pourquoi? Parce que si tu dis qu'il y a une croissance, c'est-à-dire que il y a eu du revenu supplémentaire, il y a des dépenses, etc., qui ont été supplémentaires. Mais c'est que tu as eu du revenu. Donc oui, donc si tu augmentes tes revenus, et que sur la vente, ça y joue énormément, bien sûr, naturellement. Est-ce qu'il faut vendre ou pas vendre aujourd'hui?
Ben, ça, excusez-moi, celui qui me dit il faut vendre, c'est une question bête. Désolé, votre question elle est pourrie, elle est bidon. Si tu veux vendre, c'est que tu as besoin de vendre parce que tu as besoin d'argent. Ou pour faire acheter un autre bien, ou pour faire autre chose. Donc vendre, c'est quoi qui change? Si tu veux vendre. Mais si tu me dis il faut vendre parce que tu crois que ça va chuter dans 3-4 ans, je t'ai répondu tout à l'heure que ça va pas chuter dans 3-4 ans. Donc je vois pas pourquoi vouloir vendre. Si tu vends, c'est parce que tu avais la nécessité de vendre. Voilà. De lancer dans le business de sous-location. Voilà, bon, bref. Question, désolé, elle est pourrie. La location courte durée peut être une bonne solution. La courte durée, ça n'existe pas si c'est sur le meublé. Sinon, c'est du 369, etc. Non, non. Je vous ai dit, je crois pas. Ne venez pas me demander mon avis. Je vous ai déjà dit, achetez votre résidence principale, mais ne faites surtout pas de l'investissement locatif. Ils vont vous massacrer. Vous savez pas dans quel domaine vous allez rentrer. Qu'est-ce que tu penses de fichier des mauvais payants? J'ai répondu. Celui qui vient investir, il va signer. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Qui vient investir, il va signer. Mais je t'ai répondu. N'investis pas. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, putain, vous êtes grave, hein. Vous êtes vraiment grave dans vos questions. 10 fois, je vais vous le dire. Achetez votre résidence principale. Oui, mais pas d'investissement locatif. Si vous voulez faire locatif, venez à chez nous en Turquie ou ailleurs. Mais pas votre résidence principale, c'est bon, il n'y aura pas de souci. Parce que la résidence principale, elle est faite pour durer. Voilà. Et je vous ai dit que le marché locatif, il est plus rentable aujourd'hui. Alors, sauf que tu t'en veux l'affaire du siècle et compagnie. Que penses-tu du Pinel? Mais ça, c'est du neuf. Sois arrêté avec vos lois. Ça, c'est des lois, ils te disent, oh, ben, tu vas gagner moins de 2000 euros, mais le produit, tu l'as acheté 20 000 euros de plus qu'il vaut. Ouais, ça, j'en ai parlé dans mon livre, l'escroquerie de ces lois fiscales. Parce que vous achetez de la fiscalité, pas de l'immobilier. Et à la fin de compte, votre produit, vous l'avez acheté 120, alors qu'il en vaut 100. Parce que c'est des mecs qui sont venus avec une caisse et une cravate, et qui vous disent, oui, nous sommes des fiscalistes. Non, la fiscalité, c'est 500 niches fiscales. Ils les connaissent pas. Mais c'est des vendeurs immobiliers, du neuf, qui viennent vous faire croire qu'ils sont en train de vous vendre et ils vous expliquent la loi fiscale. Bah, tu vas sur Internet, t'as la loi fiscale. T'as pas besoin d'eux. Sauf que le produit, ceux-là, tu vas les payer cher. Voilà. Il y en a plein qui ont fait des richesses graves là-dessus. Alors, les gens, ouais, je suis content, j'ai gagné moins de 2000 euros, ouais. Bah, sauf qu'ils vous ont acheté des produits, des fois, dans des endroits comme ma vie d'Auban, où du coup, c'était les trous à rats, il n'y avait pas de locataires. Ah, ben oui, parce que ces gens-là, pour qu'ils viennent, ils viennent vous construire dans des endroits où ça vaut rien. Alors quand toi, tu es content, tu dis, ouais, il m'a fait le truc, le loyer, c'est ça, là, t'es super content, ça me fait gagner tant d'impôts. Ben tout ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, tu l'as dans le baba. Et écoute-moi bien, il y a personne qui va sonner à ta porte pour te dire, je suis là pour t'enrichir. Chaque fois, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit, je vais t'enrichir, c'est qu'il te dit, je te dis que tu vas t'enrichir, mais c'est moi qui vais m'enrichir parce que je vais t'entuber. Arrêtez de croire, c'est comme les magazines. Le magazine, vous l'achetez 3 euros, 5 euros, ils te disent, comment gagner de l'argent, comment faire ça? À l'intérieur, que t'as compris, il n'y a rien à gagner. Voilà, ça, c'est un attrape-nigo. Mais depuis quand les gens se lèvent le matin pour vous enrichir? Mais en fait, ceux qui veulent croire au Père Noël et du gratuit, ben, c'est eux qui se font entuber. Et je suis content. Bien fait, continuez à vous faire entuber. C'est les mêmes. Quand ils viennent ici, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir, ouais, mais Mourad, il s'est passé derrière, il pense parce que je parle pas turc, que je suis vraiment un teubé, que je connais pas le marché, je connais pas les constructeurs. Mais eux, ils sont tellement intelligents, ils parlent la langue, vous vous rendez compte? Ça en fait des fins connaisseurs de l'immobilier, ça fait des fins connaisseurs des constructeurs, ça des fins connaisseurs du marché, ici, puisqu'ils parlent turc, vous comprenez bien? Ben oui, c'est comme si moi je pouvais donner des conseils sur l'immobilier en Algérie, que je connais pas. Bon, je connais pas plus l'Algérie, l'immobilier, que vous croyez la croire. La preuve, quand certains viennent avec 15 000 balles, qui connaissent rien de la Turquie à part leur village. Et qui viennent, qui font fanfaron, ils vont acheter leur coin. Et après, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, mais moi, je veux revendre aujourd'hui. Ben, est-ce que je peux en tirer le pied? J'ai dit, coucou! Si t'étais passé par moi, quand t'as voulu faire le plus malin, jouer le direct, le tout ça, etc., ben, moi, j'ai jamais mis 1 euro dans ce 3 rats. Parce que je sais que ça, c'est revendable, ton produit. Voilà. C'est ça aussi. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et le service, ça se paye. Le service, moi, à l'époque, je vendais du service aussi. Les gens, tu veux monter ta SCI, tu veux ton bien, ta gestion, je m'occupe de tout. Voilà, c'était packagé. Mais tu payes pour ça. Tu payes, il y a rien de gratuit dans la vie. Je fais, les gens, ils te disent, alors les gens, ils te disent, ouais, moi, tu peux pas. Alors toi, tu veux gagner de l'argent, et tu veux que je t'aide à gagner de l'argent, mais toi, tu veux pas sortir de l'argent pour gagner de l'argent. Tu me dis, t'as faim, je te donne à manger, fils Abdillah, je te donne à manger. Mais si tu me dis que tu veux gagner de l'argent, mais moi aussi, je veux prendre ton argent. D'accord? Tu veux que moi je mange, tu manges. Moi, toi, tu manges. Non, toi, tu veux manger, mais moi, que je mange pas. Bah, et moi, je vais travailler. Moi, en fait, je suis une prostituée, quoi. Et toi, t'es mon Mac, toi. Je suis là pour travailler pour ta gueule. Voilà.
Voilà. Quand les gens ils passent par moi, ils ont du service. Ils se font pas en papouiner. De A à Z. Après la vente, c'est pas bye bye. C'est on continue. T'as besoin d'un truc, on est là. On fait ci, on fait ça. T'as un problème de cité, etc. Il faut faire le ménage, t'envoies quelqu'un, t'es chez toi, etc. C'est le service comme je le fais avant la vente, là, le service. Tu veux acheter tout ce que je faisais en France. Les gens, ils s'occupaient de rien. Signage, je te montre la SCI, je te trouve le crédit, je te montre le montre, je trouve le bien, je te gère le bien, je te fais tout. De A à Z. Ah ben, exactement la même chose. Tu viens acheter, t'es loin, tu sais pas comment. Ah ben, c'est moi qui te filme. Vous connaissez, crois que les Turcs, toi, tu parles turc, tu trouves que les mecs, ils vont te filmer pour ce qui se passe dans les travaux à chaque fois. Qui va aller dans ton appartement, te dire, regarde la vue de ton appartement, où t'en es, etc. Individuellement. Mais ils font pas tout ça. Ben voilà. Ben voilà. Et il y en a des gros malins, pire. Ils ont été derrière moi, allant sur le site et tout, ils ont dit, ouais, Zama, ils m'ont pris pour un vendeur. Vous voyez? Je vais taper en direct. Mais le direct, c'est moi, bande de nazes, parce qu'on me renvoie après vos numéros et c'est moi qui vous appelle après derrière. Mais ça, c'est aussi, ça a été trop fort. Ça, il y a que les coutures, hein. Il y a que les coutures. Oh, il y en a une tonne, hein. Ah là 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 là. Bon, bref, c'était la parenthèse. Dans les commerces, alors, je peux pas te répondre en 2 minutes. C'est que c'est trop compliqué le commerce. Parce que ça répond pas à la même chose que le marché du locatif. Le commerce, il dépend de la situation où il se situe. S'il est toujours pareil, est-ce qu'il est dans un environnement proper, est-ce qu'il y a de la fréquentation, etc., est-ce qu'il y a une demande et tout ça. C'est compliqué le commerce. Le commerce, quand c'est bien acheté, ça vaut le coup. Oui, parce qu'on met plus facilement la personne dehors. Donc, vous voyez, ça rentre pas dans la loi sur l'habitation et tout ça. Donc, et surtout des fois quand il y a un fonds de commerce extraordinaire, parce que quand le mec il paie pas, tu fais gicler, et puis toi, le prochain qui vient, où tu fais payer un pas de porte, où tu vends aussi le fonds de commerce et tu continues la location. Mais c'est très 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 technique. Voilà, voilà. Tu peux gagner très bien. Comme si tu achètes mal, tu peux te faire aussi bananer et te retrouver avec un commerce vide ou un loyer de merde. L'achat des terrains, c'est très cher, les terrains. Les terrains sont chers. Les gens me disent, je vais acheter un terrain. Mais déjà, est-ce que tu as l'argent pour acheter un appartement? Tu sais ce que ça vaut, un terrain? Ah bah, si tu es dans ton truc, dans un trou à rats, c'est sûr, je vais pas discuter avec toi. Ouais, les terrains, tu peux acheter des hectares, hein, mais tu peux faire même pousser des fèves et du blé, hein. Mais dans les zones de métropole, un terrain de 500 ou 600 mètres, etc., ça peut partir de 200 000, ça peut monter à 600 000 euros, voire plus, le terrain, le terrain. Donc, et tu vas faire quoi de ton terrain derrière après? T'es pas en Turquie là, hein, où t'achètes le terrain, après tu négocies avec un constructeur, on fait moitié-moitié, et tout ça, etc. Ça, c'est dans vos rêves, hein, ça n'existe pas. La France, c'est pas la Turquie. Hein. Vous voyez, on peut pas tout transposer. Chaque pays a sa spécificité. Que les prix parisiens soient éloignés de la réalité, le salaire moyen, mais pourtant, c'est pas demain. Mais Paris, c'est encore rien à voir. Parce que Paris, vous savez que la première nationalité propriétaire à Paris, c'est laquelle? C'est les Algériens. Tous les mecs du FLN, tous les mecs là, ouais, le pognon sale de l'Algérie, tout ça, les propriétaires, c'est les Algériens, vous savez. Sans compter ceux qui ont de l'argent et qui sont venus. Tous les gens, ils sont allés planquer de l'argent à Paris. Donc Paris, il y a celui, le russe, les gens qui ont de l'argent qui achètent Paris pour se faire plaisir, comme moi, vous, pour ceux qui sont achetés avec comme moi, ils achètent à Lania parce que ça leur fait plaisir. Ben, il y a des gens qui adorent Paris qui payent. Donc Paris, c'est un marché qui est complètement particulier. Parce que il y a des gens qui viennent blanchir l'argent, il y a des gens qui viennent planquer l'argent, et il y a des gens qui achètent parce qu'ils aiment Paris, ils vont venir en 3-4 jours, madame va aller voir chez Vuitton, elle va aller chez Hermès, ils vont se taper un bon resto, un bon pinard, tu vois, et compagnie, et hop, ils retournent avec les cadeaux, ils retournent à la maison, comme ils font d'autres, etc. Donc c'est très particulier, Paris. Paris, parce que Paris en plus c'est minuscule, c'est que 2 millions d'habitants, c'est la plus petite pratiquement capitale des grandes villes occidentales, etc. C'est minuscule Paris. L'été sont bas, les appartements à la baisse. Acheter 2 ou 3 appartements pour de bonnes idées. Moi, le problème, c'est que, encore une fois, les gens, ils voient le loyer et ils voient l'achat. Non. Il y a la copro. Vous voulez pas m'entendre. Et il y a les impôts. Vous savez quand vous achetez dans l'ancien, vous ne pouvez déduire que les intérêts d'emprunt. Et que si vous avez payé cash, le premier euro de loyer que vous encaissez, pour ceux qui me parlaient tout à l'heure, tiens. Tout à l'heure, les gens me parlaient, ouais, Mourad, achlam, pachlam. Achète un appartement. Tu achètes 100 000 euros. D'accord? Pas de crédit, hein, tu vas payer cash. Tu loues 700 balles par mois, 700 euros, d'accord? Ça te fait 8400 euros. Donc, tes 8400 euros, tu vas déduire tes frais de gestion si tu as mis une agence, entre 6-7%, ça dépend de l'agence, pas grand-chose, hein, d'accord? Tu vas déduire ton impôt foncier, tu vas déduire ton assurance et les charges non récupérables sur le locataire, sur la copro. Basta. Grosso modo, dans tout ça,
tu vas récupérer 5 000 balles. 5 000 balles, tu vas déclarer que tu vas ajouter à tes revenus personnels et c'est ce qui va te faire monter les tranches. Là-dessus, tu vas payer plus d'impôts sur le revenu, donc tu montes de tranche. Et en plus, tu vas te prendre 17% de CSG, hein, la contribution sociale généralisée. Voilà. Voilà la grande corde. Parce que certains disent, ouais, ben alors écoute, j'achète tant, ça rentre tant. Alors, ils voient pas les charges, ils voient pas les coûts, les travaux, l'entretien, tout ça. Parce que de plus en plus, ils mettent des normes. Il faut payer. Mais en plus, l'impôt foncier, comme je vous disais tout à l'heure, et par-dessus le marché, c'est que vous allez, même pour ceux qui prennent des crédits à 1%, mais quand vous remboursez 1% ou 1,5% de taux d'intérêt, ça veut dire qu'avant, on disait, oui, les premières années, tu payes pas. Mais ça, il faut le logiciel, il faut le couper. Il n'existe plus, celui-là, hein, du logiciel là-dessus. Ça, c'était bon quand il était à 8, 10%. Donc, pendant 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, tu payais que des intérêts et très peu de capital. Mais 1,5% ou à 2%, dès la première mensualité, tu rembourses du capital. Donc, les intérêts d'emprunt sont pas si élevés. Donc, vous êtes content de pas payer d'intérêt, mais les intérêts, tout ce que tu ne payes pas en intérêt, c'est ce que tu vas payer en impôt sur ton loyer. Donc, au bout de 1 an ou 2 ans, tu vas dégager. Écoutez bien, ça c'est technique. Vous le remettrez parce que je vais pas vous l'expliquer 10 fois. Vous pouvez être sur le plan comptable négatif, c'est-à-dire de dire, je rembourse 1 000 € de crédit. J'ai 1 000 € de loyer. Et vous dites plus mes charges, hein, bien sûr, impôts fonciers, etc. Donc, logiquement, comptablement, je suis négatif. Vous avez raison. Mais fiscalement, vous êtes positif. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Parce que quand vous remboursez 1 000 € de crédit sur un loyer de 1 000, il y a peut-être 200 ou 300 € d'intérêt et 700 € de capital. Or, vous êtes imposé sur le remboursement du capital. Vous comprenez ça? Donc, de votre loyer, vous ne pouvez déduire que les 300 €. Donc, on a dit 1000, 300, donc ça veut dire que vous allez être imposable sur le différentiel, moins ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'impôt foncier et tout, donc les 700 € de loyer, mais que vous n'avez pas perçu puisque vous avez remboursé le crédit. Certains pensent qu'au fond, ils disent que c'est une comptabilité analytique. Je rembourse tant, je loue tant, ça s'annule, c'est zéro. Paf, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça que raisonnent les impôts. Ils te disent, tu ne déduis que les intérêts d'emprunt. Donc, le capital dans le baba. Allez, dégage. Donc, la fiscalité, vous allez vous faire charcuter. C'est pour ça que je dis, il faut pas y aller. Ensuite, deuxième élément. C'est la même lecture pour les banques. Les gens disent, oui, écoute, je vais voir le banquier. Hein. Le loyer, c'est 1000. Le crédit, c'est 1000. Donc, ça s'aligne, match nul, balle au centre. Non. Le banquier, il te dit, les 1 000 € de loyer, certaines banques vont te dire, je prends la totalité s'il est loué, ou s'il n'est pas loué, je prends 70%. Certains te disent, oui, moi, je prends sur le loyer, s'il est loué, je veux 70% de ce que tu le loues, que je l'ajoute à tes revenus, et je fais une règle sur les 33% pour ton endettement. Voilà. Il dit pas, ça s'annule. Il fait pas match nul, lui. Il calcule pas comme ça. Il parle en endettement. Donc, la recette du loyer, il te la met dans tes revenus, et il additionne tes emprunts, et il dit, regarde si tu dépasses 33%. Voilà, comme il raisonne le banquier. Vous voyez, je vous ai donné encore un autre cours sur la banque. En plus de la fiscalité. Et je ne me suis pas fait payer, par contre. Là, je suis en train de faire niquer, là, cette histoire. Qu'est-ce que tu penses de la suppression des APL pour les propriétaires? Est-ce que c'est intéressant les studios pour les étudiants à Nancy, etc. Ben, les étudiants, ça restera toujours étudiant. Hein. Ça dépend combien tu achètes, à combien tu loues. Je l'ai payé en un mois. Ouais, non, ceux qui ont acheté les chambres de bonne à l'époque, oui, mais entre-temps, il faut en avoir plusieurs parce que tu n'as plus le droit de... Oui, maintenant tu peux les relouer à condition que tu les fais à entreprise. Bon, c'est très parisien. Mais certes, ils ont gagné de l'argent, ouais. Ouais, CSG locatif, 17,5%, exactement. Voilà. Après, il y en a qui continuent avec le locatif. Mais en fait, vous savez quoi? Les gens, ils vous posent pas des questions. Ils vous demandent de dire ce qu'ils veulent entendre. Depuis tout à l'heure, je leur dis, si c'est pour votre maison principale, vous pouvez acheter parce que vous êtes là pour 7 ou 10 ans minimum. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de baisse. Et si vous êtes dans les zones métropole et tout ça, etc., ça va même augmenter. Alors peut-être pendant 2 ans, ça va un peu secouer, mais ça va augmenter. Mais si c'est pour l'investissement locatif, je dis de pas y aller. Et on me répond quoi? Et t'en penses quoi si je veux faire ça? Et tu en penses quoi, etc. Mais faites ce que vous voulez. Je vous ai dit ce que je pensais. Donc vous me redemandez pas si je vais dire le contraire de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Comment continuer à investir quand on a plusieurs biens? Ben, si tu veux continuer à investir, Vanessa, le problème, c'est la fiscalité. Parce qu'il y a l'impôt sur la fortune immobilière. Le problème, c'est tout ce qu'il y a à côté. La rentabilité a baissé, mais en plus, les charges ont augmenté,
les obligations qui donnent aux propriétaires, les charges qu'on leur demande de faire de plus en plus, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, obligés de faire les isolations, l'environnement, maintenant, ils vont vous mettre des normes, ça a un coût, tout ça. Surtout qu'on ne sécurise pas le paiement de loyer, toujours pas, on n'a toujours pas sécurisé les propriétaires, et la fiscalité qui va être de plus en plus d'augmentation d'impôts fonciers et des nouvelles taxes, et la CSG qui fait mal. Donc, moi, au contraire, il faut se délester. Moi, aujourd'hui, c'est vente. D'ailleurs, c'est le moment, hein, c'est vente. C'est pas achat, c'est vente. Parce qu'après, tu vas dire, ouais, ben, je vais faire du neuf pour réduire un peu ce que j'avais fait moi en achetant du neuf à l'époque. Hein, je parle de l'époque, c'était 2007, hein, pour déduire un peu sur les revenus fonciers, donc je vais pas rentrer trop dans les techniques. Mais je savais que vite, il fallait que je me casse et tout ça, que j'arrête la fiscalité, parce que, ou je continuais, parce que moi, je voulais plus toucher du crédit, tout ça, etc. Donc ça, c'est à titre personnel. Vous voyez, hein, je veux pas toucher le crédit. Voilà. Et deuxièmement, c'est que c'est toujours la même chose. On te pousse à t'endetter, on te pousse à encore investir, tout ça, etc. pour payer moins d'impôts, tout ça, etc. Mais à un moment donné, tu vas le payer quand tu vas sortir ton impôt. Donc tu vas le payer avec ta plus-value, tu vas le payer ton impôt. Mais en fait, tu passes ta vie à plus. Mais moi, à un moment donné, je dis non. Ça me suffit. Voilà, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir sortir, comme on dit, il faut savoir sortir de sa position. Voilà, c'est ce que je pense. Locatif à Alania, selon le produit que tu prends, tu vois, moi, sur les produits que je suis, qui sont un peu atypiques, c'est-à-dire l'autre, c'est super luxe. Donc, le luxe, ben, lui, il subit pas la crise, et puis il y aura toujours des gens qui mettront l'argent pour le luxe. Et sur la résidence CLM, qui est une résidence thématique, puisque c'est la seule qui existe, qui répond aux besoins pour les femmes avec leur sauna, leur piscine, tout ça, etc. Ben, c'est nous qui allons fixer la location. C'est pas le marché qui va le fixer, c'est nous. Entre nous, le choix c'est avec notre appartement? Non, parce qu'ils sont pas éthiques. Donc si elle veut se baigner, la bonne femme qui veut prendre des UV, ce sera pas dans une résidence, celle qui bien sûr qui respecte l'éthique, hein. Ça sera pas dans une résidence normale. Donc elle, c'est ou ça ou l'hôtel islamique. Mais comme l'hôtel islamique c'est très cher, ils viendront chez nous, on sera moins cher. Voilà. Donc là, c'est rentable. Après, si c'est pour faire du revenu locatif sur des appartements autres à droite à gauche. Si c'est à la semaine et que c'est un bon réseau, et nous on fait la gestion, etc. Ça peut aller, mais voilà. Le problème c'est que plus il y a du monde qui met des offres, plus les prix sont tirés vers le bas. C'est ça le problème. Par contre, quand tu es sur des micro-marchés, sur des trucs un peu spécifiques, vous voyez, tu gagnes toujours. Il y a d'offres et moins de demandes. Sur l'immobilier en Turquie, mais j'ai déjà fait sur l'immobilier en Turquie, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que j'ai pas dit sur la Turquie, je comprends pas. Alors ça doit être des nouveaux, c'est pas possible. J'en ai dit, hein, j'ai tout expliqué. Hein. Qui pouvaient acheter là. Et encore une fois, la Turquie, il faut arrêter de me dire la Turquie. Je vous ai dit que pareil en France, il fallait pas raisonner en France. Chaque lieu a sa spécificité. Chaque lieu a sa spécificité. En Turquie, Istanbul, c'est pas l'année. Par exemple, Istanbul, il y a plein d'endroits, c'est interdit de louer à la semaine. Ben ouais, parce qu'ils veulent pas faire comme Airbnb, ils veulent pas faire que les gens ils tuent le marché locatif pour les gens qui y vivent. Donc, si tu veux faire du locatif à la semaine, tu es dans le baba. Voilà. Alors que nous, à l'année, comme un endroit fait pour ça, on a le droit de louer à la semaine. À Istanbul, tu es dans le baba, tu es obligé à l'année. Et la location à l'année, elle n'est pas très chère. Voilà, parce que les loyers sont pas chers. Mais chaque secteur est différent. Tu vois, on parlait, si tu veux aller à Fionn, si tu veux aller à Borsa, voilà, les prix, ça varie. C'est une fois et demie la France. Et chacun a des raisons, voilà. Alors, est-ce que la matériel de construction a augmenté pour ceux qui veulent faire construire? Ça a déjà augmenté. Hein, l'acier a déjà augmenté. Et bien sûr, tout va augmenter. Le coût de la construction va augmenter. Regardez, celui qui va construire aujourd'hui, avec les gestes barrières, il faut qu'il soit deux dans le véhicule, il faut qu'il mette un truc là-bas, il faut qu'il se lave les mains, là-bas, il faut qu'il fasse pipi, là-bas, qu'il fasse caca, qu'il fasse attention. Mais tout ce temps-là, c'est que le coût de la construction va augmenter. D'accord? Donc, quid? Vous croyez que les mecs, ils vont se lancer? Donc, si la construction baisse, or que la démographie a pas changé, c'est pas les 26 000 morts paix à leur âme qu'on a perdu qui vont changer la démographie française, hein. Ça va rien changer du tout, hein. Donc, une démographie très forte. Donc, des gens qui veulent plus, les couples qui se séparent de plus en plus, les gens, etc., que ça a besoin de logement, les prix, boum. Voilà, allez, je vous laisse. Et après, s'il y a trop de techniques, encore une fois, je vais pas revenir. Vous voulez gagner de l'argent? Faites-moi gagner de l'argent, je vous en ferai gagner. Voilà, c'est comme ça.
Voilà, moi j'ai été déjà gentil, je vous ai expliqué un peu le marché, etc. Je vais pas vous faire du sur-mesure, parce que vous voulez gagner de l'argent, mais vous voulez pas lâcher de l'argent. Vous voulez rentrer au paradis, mais vous voulez pas mourir. Vous voulez faire 100% bénéf sans rien lâcher. Ben, tu ne veux pas lâcher, voilà. Donc, ne venez pas en privé, parce qu'il y en a pas qui sont venus en privé. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Paye! Tu me payes, je suis à ton service. Mais moi, je suis pas ton employé. En plus, employé gratos, hein, parce que vous voulez pas payer l'employé. Donc voilà, tu veux gagner de l'argent, Besmellah, tu lâches de l'argent, je vais t'en donner pour ton argent. T'as besoin de manger, donne, je te donne un don, je te donne de l'argent pour aller manger, y a pas de souci. Vous voyez, faut pas mélanger tout. Tu veux gagner de l'argent, mais alors fais-moi gagner de l'argent aussi. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, et ceux qui ont acheté avec moi, ils gagnent de l'argent. Ceux qui ont acheté avec moi, ils ont gagné de l'argent. Ceux qui sont en France, qui ont acheté par mon billet à l'époque, et ça, il y a les copains du judo qui peuvent vous le dire, hein, les copains du sport, ils ont gagné de l'argent. Voilà, avec moi, ils ont gagné de l'argent. Tous les mecs du sport, j'ai fait ça pendant longtemps, ils ont gagné de l'argent. Voilà, et ceux qui ont investi aujourd'hui avec moi en Turquie, surtout ceux qui ont acheté aussi au début, ils ont gagné de l'argent. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et j'en ai déjà beaucoup fait, je vous ai quand même trop renseigné déjà. Vous voyez, et je l'ai fait gratuit. Voilà les amis, à la prochaine.